Les tambours annoncent chaque été le retour d'un homme dont le souvenir est ici glorifié. Napoléon III incarne le profil radieux d'une cité à la réputation entachée. Une ville qui, avant de vivre des heures sombres, de devenir la capitale d'un maréchal, fut la terre d'élection d'un empereur. Napoléon III, c'est notre bienfaiteur, vraiment. Il a fait beaucoup de choses pour Vichy. Grâce à lui, Vichy est devenue la reine des villes d'eau. Donc c'est normal qu'on vénère cette personne, on le met un petit peu en piédestal, et un hommage de grand empereur, on fait des fêtes. S'il n'a pas créé la ville, Louis-Napoléon Bonaparte n'en est pas moins le mécène. Porté au pouvoir par un coup d'État, le neveu de Napoléon Ier règne sur la France de 1852 à 1870. Durant cette période, l'empereur effectue 5 séjours à Vichy pour soigner ses problèmes de santé. Mais derrière la raison médicale se cachent de grandes ambitions politiques. Le dirigeant rêve d'une métropole capable de rivaliser avec les stations thermales allemandes, de susciter l'intérêt des fortunés. Et pour cela, le bourg auvergnat doit changer de peau. En moins de 10 ans, il se défait de ses atours campagnards pour endosser la parure d'une grande dame devant laquelle les plus puissants s'inclinent. En lui ouvrant un boulevard vers son âge d'or, Napoléon III a ancré son nom dans la chair de Vichy. Lorsque le souverain découvre l'Auvergne en 1861, Vichy compte moins de 4000 habitants. C'est un labyrinthe de rues étroites, cerclé de marécages et divisé en 2 entités. D'un côté, le centre historique, encore médiéval, de l'autre, le quartier thermal, dont le parc des Sources constitue le noyau. Quand Napoléon III il arrive, on lui présente plusieurs projets qui sont déjà un peu dans les cartons depuis 5-6 ans. Et on doit à Napoléon III véritablement d'avoir établi, validé finalement ce grand plan urbain dans lequel Vichy se situe toujours, ce plan en pas de doigt qui rayonne depuis la gare de Vichy avec 8 avenues thermales. Donc il va vraiment lui donner en fait cette colonne vertébrale et mettre en liaison les différents parcs et les différentes sources aussi de la ville. Et de réunir ces 2 entités que sont voilà, le Vichy médiéval et le Vichy thermal. Napoléon III ne dessine pas les plans. Les plans sont déjà là, il les valide et il les fait financer. Au moment même où Paris tremble sous les coups de burin du baron Haussmann, Vichy entame sa propre révolution. Le train désenclave la station thermale, tandis que la percée des boulevards permet aux curistes de mieux circuler entre les endroits clés de la cité. Mais pour séduire, la ville doit aussi s'assainir. Les décrets signés par l'empereur valident la construction d'une digue destinée à contenir les crues de la rivière Allier. Désormais asséchés, les marais laissent place à de vastes parcs à l'anglaise, dessinés au fil de l'eau. Quand les parcs d'Allier sont créés, on dit Vichy s'est offert un mini bois de Boulogne. L'objectif, c'est vraiment à l'époque que Vichy soit une grande ville-parc ou une cité-jardin. C'est de faire en sorte que le quartier thermal soit totalement enrobé dans la nature. Bon, c'est pour ça qu'on va dire qu'à Vichy, il y a ce paysage thermal thérapeutique. Et ce paysage thermal thérapeutique, il est dans la ville. Grâce à ces aménagements et aux visites impériales, la ville gagne en popularité. À chacun de ses séjours, Napoléon III draine avec lui toute la bonne société de l'époque. Des bourgeois et des aristocrates pour qui les parcs sont des vitrines, des lieux où l'on se croise et où l'on se toise. Le parc des Sources reste un véritable lieu de parade, le lieu de la promenade mondaine. On vient pour voir et être vu. On regarde les dernières tendances, on essaye de faire de belles rencontres. On est totalement dans la stratégie de la distinction. L'allée centrale du parc des Sources, on l'appelait la Potinière. Il faut s'imaginer toutes ces dames en belles robes en train de juger, de commenter voilà, la venue de telle personne, son habillement. Il faut aussi vous dire que les villes d'eau à l'époque, ce sont des villes de plaisir,
où on s'affranchit finalement un peu des bonnes mœurs qu'on attend à respecter d'habitude. Le Parc des Sources, c'est vraiment un lieu où les gens vont être sans cesse jugés sur leur apparence. Pour échapper au ragot et jouir d'un peu d'intimité, l'empereur fait édifier ses propres quartiers, une série de chalets en bordure des parcs d'Allier. La définition du chalet, c'est un petit peu la prédominance du bois, de ces bois découpés, ornementés, et puis une construction plutôt légère qui se fond dans la nature. Et ça prend ici deux formes. Le style qu'on va dire alpestre, inspiré par les chalets suisses, les chalets savoyards, et un style plutôt créole qui se fait plutôt au bord du Mississippi ou dans les Antilles françaises. L'idée pour l'empereur est vraiment de montrer l'exemple et de susciter une série de constructions de résidences du même style, de préférence, en bordure de ce parc. Dans ce but-là, il fait publier dans la presse de l'époque, les journaux qui sont les équivalents des revues People d'aujourd'hui, les plans et les devis, preuve à l'appui que n'importe quel bourgeois peut se faire construire ce type de villa. Les badauds se pressent devant le balcon de l'empereur et ne peuvent qu'imaginer ce qui se déroule entre les murs des chalets. Le moindre bruit de couloir est colporté dans les milieux privés, car la presse de cet empire autoritaire est muselée. On raconte encore aujourd'hui qu'une scène de ménage aurait éclaté en 1863 entre Napoléon III et sa femme Eugénie. Lors d'un cortège dans Vichy, le couple impérial est acclamé, la foule s'est accumulée le long de ce cortège et un petit chien vient faire la fête à l'empereur, l'a reconnu visiblement et l'impératrice sait que c'est le petit chien de la maîtresse de Napoléon III, Marguerite Bélanger. Et s'en serait suivi une scène dans le premier chalet de l'empereur où elle aurait fait part de tout son mécontentement de cet affront public et elle aurait fait les valises et serait repartie aussitôt de Vichy. Or, les archives prouvent que le séjour de l'impératrice était bien prévu pour ne durer que 4 jours. Donc c'est une jolie légende, mais ça reste une légende. Ces légendes, Napoléon III les a un petit peu cultivées en ayant lui-même une foule de conquêtes féminines. Et il est attesté par contre que Marguerite Bélanger, par exemple, est bien venue à Vichy. Elle aurait été logée dans un autre chalet un petit peu plus loin. On sait aussi que certaines dames de la cour étaient vraiment très familières de l'empereur et elles étaient à Vichy également en même temps que lui. En vérité, ces demeures n'étaient pas des garçonnières, mais des lieux de pouvoir destinés à héberger les hôtes de marque et les proches du souverain. Le chalet des Roses a été construit par le ministre des Finances de Napoléon III, Achille Fould, pour son usage personnel. Ces différents chalets, bien sûr, ont reçu tout ce que l'Europe comptait de personnalités, et en particulier de têtes couronnées. Il y a le roi de Suède qui est venu, le roi des Belges, Léopold Ier, Ismaïl Pacha, qui était vice-roi d'Égypte. Bien entendu, pendant ces saisons où l'empereur est présent à Vichy, une foule de gens viennent essayer de le rencontrer, que ce soit pour des motifs diplomatiques ou financiers. Et on peut imaginer que certains traités ont certainement été négociés, en tout cas ici, pendant les cures de l'empereur. Ces belles fréquentations enrichissent la cité et sa population. Vichy n'a pas à débourser le moindre sou pour devenir la reine des villes d'eau, car l'État finance tout avec l'argent des sources. Vilipendé pour avoir instauré un régime autoritaire, Napoléon III n'en est pas moins apprécié ici pour ses largesses. Sur demande du prêtre, il puise dans ses deniers personnels pour faire ériger une église plus grande et plus divine que celle existante. Il ne s'est jamais construit autant d'églises que pendant la période du Second Empire. Le catholicisme, c'est la grande époque du Second Empire. Rendez-vous compte, il y avait 50 000 prêtres et près de 200 000 religieux ou religieuses qui assuraient ce qu'on appellerait aujourd'hui les services sociaux, les hôpitaux, toutes les personnes en difficulté. Il y a une vitalité de l'Église qui est extraordinaire. Et il y a l'appui, c'est l'alliance de l'Église et de l'autel, dont on parlait autrefois. Il y a l'appui du souverain lui-même et de tout son gouvernement. Napoléon III était un catholique fervent. Lui-même, il a été baptisé. Il s'est marié à Notre-Dame de Paris avec Eugénie, qui était ultra-catholique. Baptisé Saint-Louis, d'après le prénom de Napoléon, cette église est un palais à la gloire de la famille impériale, dont les membres se voient ici sanctifiés. Le plus extraordinaire, le joyau de l'église, ce sont les 9 vitraux d'Antoine Luçon,
qui sont d'origine. Antoine Nusson était à l'époque le grand maître verrier et il avait refait le tiers des vitraux de la Sainte-Chapelle, c'est vous dire son importance. Il y a le Christ qui est au milieu et qui est encadré par 8 saints de la famille impériale, correspondant aux 5 prénoms du fils de Napoléon III et d'Eugénie. À cela s'ajoutent 2 femmes, la mère de Napoléon III et la femme de Napoléon III. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette église, c'est qu'elles sont placées exactement sur le même pied d'égalité, habillées toutes les deux en mauve avec la même tenue. Napoléon III a envoyé une lettre à Eugénie pour lui dire qu'il ne l'avait jamais vue dans un tel costume, et rajoutant que cela avait provoqué beaucoup de distractions. Ça veut dire qu'est-ce que je me suis marré à te voir en vitrail. À 200 mètres de la Maison de Dieu s'élève à la même époque un sanctuaire voué au divertissement. Inauguré en 1865, le Grand Casino devient aussitôt le point de ralliement des curistes, l'établissement phare qui permet à Vichy de rayonner sur la scène européenne. Le mot casino signifie le lieu de plaisance, de rencontre de la musique. Il y avait les salles de bal, bien sûr, salles de spectacle qui pouvaient accueillir jusqu'à 800 personnes, salon des femmes, salon des hommes, la restauration, la salle de correspondance. C'est un club privé où on se retrouve pour les après-midi animés, les soirées mondaines. Nous avons plusieurs artistes de l'époque qui viennent, bien sûr. Les bals sont animés par la musique de Offenbach, de Strauss. Donc c'est vraiment très important de montrer la musique ici. Et Vichy, très longtemps, était appelée la capitale de la musique d'été. Napoléon III, il veut concurrencer les villes d'Allemagne comme Baden-Baden, Karlsbad. Il fallait proposer une structure très moderne et donc il fallait que l'argent reste en France. Vous êtes un aristocrate, ça sera dû, l'invitation sera gratuite et envoyée directement chez vous. Mais si vous êtes un bourgeois, notable de la ville, médecin, avocat, vous devez payer votre place. Depuis 2008, Vichy revit le faste du Second Empire. Les fêtes en hommage à Napoléon III rassemblent chaque été près de 300 passionnés de danse et d'histoire venus de France et de l'étranger, comme Alla Picose, vichysoise d'adoption. Moi, je viens d'Ukraine, je suis ukrainienne, et j'ai découvert cette époque et j'ai l'impression que j'ai vécu ça. Et ce qui me passionne, oui, c'est très protocolaire, mais on se met dans le rôle de quelqu'un et on raconte l'histoire autrement, à travers nos tenues et notre posture. Pour une journée, donc la tenue de jour, il faut calculer à peu près une bonne heure de préparation. Pour le sortie de bal, vous comptez une bonne 2 heures avec la coiffure. C'était une vraie torture, mais c'est tellement élégant. Ça va? Tu nous dis si tu respires plus. Le repas de l'empereur est très important parce que on représente vraiment les fêtes de l'époque. On montre beaucoup de codes, comment on danse, comment on se comporte, comment se tenir à table, comment parler. Il y a certains qui jouent le jeu même, qui se vouvoient entre eux, même s'ils sont très très bons copains. On a envie vraiment de revivre l'époque parce que c'est ça le fait de revivre le patrimoine. En braquant le projecteur sur sa part de lumière, Vichy tient à distance les fantômes du passé, cette mauvaise réputation que la ville s'acharne à balayer.